Jules Nyssen, vous souhaitiez absolument avoir ce rendez-vous avec les députés. Pour quelle raison? Eh bien parce que c'est important. Et j'avais envie de leur dire aux députés, à vous le soin, comme on dit dans la marine quand on passe le quart, puisque maintenant on a un objectif, on a une réponse plus exactement, et Antoine Pellion vient de le confirmer, il va bien y avoir une loi, donc il faut qu'on puisse y travailler. Alors d'abord, je voulais excuser que parmi les parlementaires présents qui font la loi, il n'y ait pas de sénateurs, mais en fait, à vrai dire, quand on a programmé la date de ce colloque, on n'avait pas pensé que le dimanche qui précédait, c'était celui des élections sénatoriales. Et je tiens à les féliciter, tous ceux qui ont été élus et réélus, notamment tous les collègues du groupe d'études de l'énergie. Et puis je voulais aussi excuser le député du Rhône, Jean-Luc Fugit, qui préside le Conseil supérieur de l'énergie et qui, je crois, est encore en réunion au moment où nous parlons et qui donc ne peut pas être présent parmi nous. Alors oui, c'est important parce que je l'ai dit ce matin, au fond, l'avenir énergétique de notre pays, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il soit stabilisé, il faut qu'il soit écrit et qu'il repose sur un minimum de consensus. D'ailleurs, sont arrivés ensemble ici tout à l'heure Raphaël Schellenberger, Antoine Armand, qui étaient respectivement président et rapporteur de la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France. Et il s'est passé beaucoup de choses dans cette commission, mais enfin, ce qu'on pourrait essayer d'en garder comme message, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui prendre des décisions qui engagent notre système énergétique à 20, 30 ans, 40 ans, sans qu'on fasse reposer ça sur des arguments sérieux et sur un débat parlementaire, et puis qu'on inscrive ça dans la durée, parce que derrière, que ce soit le public, mais surtout aussi le privé, qui porte beaucoup de ces investissements, on a besoin de savoir vers quoi on va pour pouvoir mobiliser tous ces investissements, et on a besoin de cette stabilité. Et puis j'ajoute que c'est aussi un exercice démocratique important, et que par les temps qui courent, il me semble que ça fait pas de mal. Et je conclurai cette partie en disant qu'il y a des sujets plus compliqués quand même que la manière de produire de l'énergie décarbonée dans notre pays pour avoir des oppositions parlementaires. Là, il me semble qu'on cherche des solutions positives pour atteindre un objectif que tout le monde poursuit, c'est être décarboné et finalement faire quelque chose pour éviter la dégradation du climat. Alors avant qu'on accueille monsieur et madame les députés, vous vouliez nous présenter un film? Oui, alors plutôt que de me livrer moi-même à quelque chose d'une espèce de litanie par filière, on a préféré présenter à tout le monde finalement sous la forme d'une petite vidéo, ce qui se trouve dans ce document que certains députés ont déjà reçu, que vous allez recevoir. C'est un petit peu le livre blanc du CERT, c'est notre feuille de route, ça s'appelle le temps des responsabilités, donc il ne faut pas y voir de référence littéraire. Mais par contre, il faut y voir un appel à la responsabilité, je l'ai dit ce matin, bien entendu celle des parlementaires, mais également celle des citoyens, et puis également celle des acteurs de la filière des énergies renouvelables. Enfin, ce document, il montre qu'on peut, sur le plan de la production, arriver à avoir 45% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon 2030, comme comme l'échelon européen nous invite d'ailleurs à le faire. C'est un peu plus ambitieux que ce qu'a dit le président de la République. Nous, on pense que c'est possible. Ce n'est pas la seule condition. Il faut d'autres éléments de réussite. On pense que c'est possible, et derrière ça, c'est l'enjeu de la souveraineté, c'est l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est l'enjeu du climat. Enfin, c'est tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, plutôt donc que de faire un long discours, je vous propose de découvrir nos propositions, tous les membres de notre équipe de France des énergies renouvelables, sous la forme de cette vidéo. Et j'espère, mesdames et messieurs les députés, que ça pourra éclairer les débats qu'on aura dans un instant. Face à l'urgence climatique, il est impératif de conduire une transition énergétique zéro carbone, rapide et efficace. Il nous reste 7 ans pour franchir la première étape. 7 ans pour garantir l'accès à une énergie qui soit économique, sûre, partout et pour tous. Aujourd'hui, 20,7% de la consommation en France est couverte par les énergies renouvelables. Il nous faudra atteindre près de la moitié en 2030. Et ce n'est qu'une étape sur le chemin de la décarbonation. L'objectif est ambitieux, mais réaliste. Tous ensemble, nous avons la puissance technique et le savoir-faire pour développer toutes les filières des énergies renouvelables sur notre territoire. Nous nous y engageons chaque jour, aujourd'hui et pour demain. Le soleil, l'eau, le vent, la terre et tout ce qu'elle produit. Les sources d'énergie qui nous sont vitales. Voici comment nous envisageons la combinaison de toutes ces énergies pour atteindre nos objectifs climatiques. Près de 7 millions de ménages sont équipés d'un appareil de chauffage au bois de type insert, poêle ou chaudière, à bûche ou à granulés.
un incontournable pour la chaleur renouvelable et un allié précieux du système électrique. Dans le secteur collectif, industriel et tertiaire, le bois énergie peut répondre à une large gamme de besoins. De la chaleur produite dans des chaufferies biomasse qui alimentent un bâtiment ou un réseau de chaleur. L'énergie solaire thermique valorise le rayonnement solaire pour répondre aux différents besoins en chaleur d'un bâtiment, d'un quartier alimenté par un réseau de chaleur et aux besoins en chaleur de sites industriels. La géothermie, c'est le cœur de la Terre qui nous offre ses calories pour chauffer ou rafraîchir des bâtiments. Les biocarburants, liquides ou gazeux, issus de biomasse durable, sont une solution pour décarboner les transports aux côtés de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. La valorisation énergétique des déchets ménagers et des combustibles solides de récupération par combustion permet de valoriser ce qui n'a pas pu être recyclé. Les gaz renouvelables, produits principalement à partir de déchets organiques, biomasse liquide ou sèche, sont aujourd'hui une filière mature en fort développement. Première source d'électricité renouvelable en France, l'hydroélectricité joue déjà un rôle primordial pour la sécurité du système électrique. Elle contribue à plus de 50% de l'équilibre en temps réel entre la production et la consommation d'électricité. Les énergies marines renouvelables génèrent de l'électricité à partir des mers. La plus développée est l'hydrolien qui utilise les courants sous-marins. L'éolien terrestre est une composante incontournable de notre mix électrique à venir. Il faut trouver les moyens d'avoir un rythme de développement soutenu et respectueux des stratégies de territoire choisies par les élus locaux. Indispensable à la transition énergétique, l'éolien en mer est aussi source d'importantes retombées socio-économiques. L'énergie solaire photovoltaïque est l'autre composante incontournable de notre mix électrique. Au-delà des friches et des ombrières de parking, le déploiement du solaire au sol est indispensable pour atteindre nos objectifs à un coût compétitif. Les nouveaux stockages de l'électricité permettent d'augmenter la flexibilité du système électrique et facilitent l'intégration des ENR et la décarbonation de l'économie de manière générale. Le développement de la capacité de stockage de l'électricité et la production d'hydrogène vert sont les compléments naturels et indispensables au développement des ENR électriques. Il nous reste 7 ans pour réussir cette étape et nous mettre sur la trajectoire de la neutralité carbone. Et grâce à l'engagement de tous, notre pays peut relever le défi climatique. Voilà, Jules Nissen, vous restez avec nous. On va accueillir nos députés. J'invite à monter sur scène Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie, porte-parole du groupe Renaissance, membre de la commission des affaires économiques. Vous avez été rapporteur de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique de la France. Nous rejoignent aussi Stéphane Delautrette, député PS de la Haute-Vienne, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Alma Dufour est également avec nous, députée de la France Insoumise, de Seine-Maritime, membre de la commission des finances. Julie Lernos, députée écologiste de Loire-Atlantique, membre de la commission des affaires économiques. Laurence Maillard-Meinery nous rejoint, députée Renaissance d'Ille-et-Vilaine, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. David Riemann est avec nous, député LFI de Guyane, membre de la commission des lois. Raphaël Schellenberger, député Les Républicains du Haut-Rhin, membre de la commission des lois. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à l'invitation du CER. Peut-être une question pour commencer avec vous, Antoine Armand, si vous voulez bien. Voici 3 mois, la ministre de la Transition énergétique a lancé donc 7 groupes de travail sur la loi énergie-climat, en tout cas en prévision de cette loi. Vous avez fait partie des groupes de travail, de préparation. Quelles sont les grandes conclusions qui ressort de l'exercice? Quels enseignements vous en tirez et quelles décisions on pourrait prendre demain qui pourraient permettre d'alimenter le texte? D'abord, je vous salue toutes et tous. Je remercie le président à la fois pour son invitation et puis pour la vidéo récapitulative. On aura peut-être quelques petits commentaires à faire, mais globalement, je crois qu'on a un large terrain d'entente. Ces groupes de travail, ils s'inscrivent d'abord dans le discours de Marseille du président de la République de faire de la France une des premières nations à atteindre réellement la neutralité carbone en 2050. Et sur la base des travaux, et je pense qu'on peut quand même le dire sans flagornerie, excellents du SGPE, qui permettent d'avoir les ordres de grandeur. Ce qui nous a tant manqué, on l'a vu dans notre commission d'enquête depuis des années, c'est des ordres de grandeur. Et puis les travaux de RTE, de se demander quel est le chemin pour y arriver. Et donc les groupes de travail qui ont été lancés et animés par la ministre de la Transition écologique, ils avaient
à réfléchir à cette forme de rétro-planning finalement. Comment est-ce que concrètement, en partant de l'objectif neutralité carbone en 2050, on remonte le temps social, industriel, pour arriver pas à pas à ce qu'il faut faire année après année. Et donc comment on se confronte et comment on sort du wishful thinking pour arriver à une réalisation. Et au fond, c'est ce qui a été très bien expliqué par Antoine Pellion et Xavier Piéchazic, on a 3 piliers. Et ces 3 piliers, ils ont été les 30 dernières années, on est un certain nombre à avoir participé à une commission d'enquête qui les a vus s'opposer de manière caricaturale pendant 30 ans. Ces 3 piliers, ce sont les suivants. Le premier, ce sont la baisse de la consommation, la sobriété et l'efficacité énergétique. Et la sobriété, au fond, c'est 2 choses. Et les groupes, notamment celui mené par Olga Givernet, ont beaucoup travaillé là-dessus. La sobriété, c'est bien sûr un changement des usages. Moins prendre sa voiture, consommer moins d'énergie dans son chauffage. C'est le plan de sobriété de l'année dernière. Je dis quand même qu'en pointe, c'était de l'ordre de 5 à 7 réacteurs nucléaires, rien que par des efforts individuels consentis. Et puis, c'est aussi un effort industriel, la sobriété. C'est de la mesure, c'est de l'éco-conception, c'est le fonds éco-circulaire. Donc c'est un ensemble. L'efficacité énergétique, évidemment, le groupe mené par Bruno Millienne a avancé sur la question de la mesure. Comment est-ce qu'on est sûr que quand on investit dans la rénovation énergétique, on obtient des économies d'énergie? Et puis les 2 autres piliers, on les connaît bien. Le premier, c'est l'électricité. Alors, c'est pas parce que ça fait 30 ans en France qu'on est électrocentré qu'il faut arrêter de penser à l'électricité maintenant. Bien au contraire. Et lorsque le président de la République annonce hier un inventaire des ressources minières, il annonce le fait que dans les 30 prochaines années, on va consommer plus de matériaux critiques que depuis toute l'histoire de l'humanité. Et que donc faire cet inventaire, savoir ce dont on a besoin en France pour fabriquer des batteries et pour fabriquer des installations de production d'énergie renouvelable, c'est absolument indispensable. C'est un premier mur, c'est un mur électrique. Pourquoi? Parce que d'ici 2030, on doit arriver quasiment à 150-170 TWh de production supplémentaire d'énergie, d'électricité décarbonée. C'est améliorer la performance industrielle du parc nucléaire, c'est une évidence et je fais court sur ce sujet, mais c'est aussi bien sûr accélérer sur les énergies renouvelables électriques. Et je pense qu'on n'aura collectivement pas de problème à dire, y compris quand on est de la majorité, qu'aujourd'hui ça ne boucle pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on garde ce rythme, on n'y arrivera pas. Et que les objectifs, les trajectoires qui sont dessinés par le SGPE et par RTE, qui sont atteignables, on va en discuter, on a, je crois, des petits écarts avec notamment le syndicat, mais en fait, c'est des écarts, je regardais tout à l'heure, de l'ordre de 10 à 15%. Je ne dis pas que c'est l'épaisseur du trait, mais on est dans le même ordre de grandeur. Eh bien, ça, c'est un premier défi industriel. Et donc, concrètement, ce défi industriel, c'est de dire comment est-ce qu'on fabrique sur notre sol des batteries, comment on fabrique des cellules photovoltaïques, comment est-ce qu'on ne retombe pas dans la fameuse histoire qui a grevé un certain nombre d'entre vous peut-être dans la salle, du moratoire photovoltaïque et de l'échec industriel d'un certain nombre d'ENR. Et puis le dernier pilier, et je m'en tiendrai là, c'est celui de la chaleur décarbonée et du biogaz. Et je pense que vous êtes nombreuses et nombreux dans la salle à avoir été victimes de cet électrocentrisme qui fait que, alors que le solaire thermique fonctionne, alors que les réseaux de solaire sont une solution territoriale, décarbonée, locale, domestique, souveraine, ils n'ont pas été assez développés. Et donc il faut qu'on aille sur ce sujet, sur le sujet du biogaz en lien avec les agriculteurs, beaucoup plus loin, systématiser l'identification des gisements, développer, c'était aussi l'exemple que prenait hier le président, les pompes à chaleur. Quand on a un réseau industriel, un cycle industriel, si on fabrique sur notre continent des pompes à chaleur, il faut être à peu près sûr qu'on arrivera à en installer davantage. Et pour finir, une condition transversale, c'est un cadre de régulation à la hauteur. Ça passe par le financement. Mes collègues de la Commission des finances ont fait adopter hier un amendement pour une programmation pluriannuelle du financement de la transition. C'est indispensable pour que chaque année, on puisse, face au gouvernement, demander où on en est, où on en arrive. Et puis, c'est bien sûr un cadre européen. Nous devons, pour le dire de manière extrêmement grossière, passer d'un cadre européen défavorable aux intérêts français à un cadre européen favorable aux intérêts français en matière de régulation des prix du nucléaire, en matière d'hydroélectricité, en matière de financement des technologies décarbonées. Merci. Alors avant de vous entendre chacune et chacun sur les leviers activés pour accélérer le déploiement, peut-être vous demander un petit peu votre sentiment au regard de tout ce qui s'est dit ces derniers jours et notamment hier, avoir votre avis, votre position dans la perspective des prochains débats à l'Assemblée nationale. Raphaël Schellenberger, on va commencer avec vous. Je vous invite à vous saisir du micro. Votre position actuellement au regard de ce qui s'est dit hier, des débats qui vont s'engager ? Il s'agit de faire maintenant. On a mis beaucoup de temps à partager l'évidence, qui est une évidence sur laquelle tous ceux qui travaillent sérieusement sur le sujet depuis un certain temps savent.
l'enjeu devant nous, si on veut maintenir notre niveau de vie, si on veut maintenir le contrat social, c'est de produire de l'énergie décarbonée. Et on a mis je sais pas loin de 2 mandats politiques à se mettre d'accord là-dessus. Ah bon, il semblerait que maintenant on soit d'accord. Bon, il serait temps qu'on s'active du coup. Hein, mais on a perdu tout ce temps-là. Donc moi j'ai envie de dire chiche, mais maintenant il faut faire. Enfin, le discours de Belfort, il a déjà fallu 4 ans et demi pour le sortir. Une fois que le discours de Belfort a été fait, il a fallu 1 an et demi pour se dire qu'effectivement, tiens, maintenant il faut faire des lois en cohérence avec le discours de Belfort et pas avec l'inverse du discours de Belfort. Bon, il y a déjà bientôt 2 ans de ce mandat qui sont passés. On n'a encore rien fait. Il faut produire maintenant. Il faut produire. Merci. On continue ce petit tour de table pour avoir un petit peu votre avis à chacune et chacun. Julie Lernos, donc pareil, comment vous abordez les débats au regard du dernier discours du président de la République ? Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a quantifié la trajectoire. C'est une première étape, il faut la saluer, parce que c'est important. Quand on parle de transition écologique, c'est pas d'aller brutalement d'un point à un autre, quoique le temps, on l'a vu, c'est bien 7 ans, donc il va falloir accélérer, mais les projets doivent avoir le temps, justement, de faire cette transition, et pour ça, c'est important de savoir où on va. Après, on est quand même dans une situation, Antoine Armand vient de le rappeler, le grand enseignement des groupes de travail sur la loi de programmation énergie-climat, qui est aujourd'hui, on le comprend, réduite à une loi de production d'énergie, ce qui est quand même inquiétant, parce qu'un des premiers piliers, c'est la réduction de la consommation. Si les mesures de sobriété, et on l'a vu dans les chiffres que M. Pietchazik a montrés, ont eu l'air de prendre, c'est aussi à des facteurs qui sont largement extérieurs. On n'est pas dans la systématisation de la sobriété. Et donc il y a bien un besoin de massifier cette sobriété et de l'organiser, ce qui n'est pas du tout le chemin qui est aujourd'hui proposé. Donc on est quand même, donc l'enseignement qu'Antoine Armand a rappelé, c'est le fait qu'on ne boucle pas. On ne boucle pas en termes d'électricité. C'est-à-dire ce que on dit, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'électricité qu'on en produit. On sait que dans les 7 ans du film qui a été démontré, on n'aura pas de nouveau nucléaire. Je ne suis pas favorable au nucléaire parce que je ne pense que c'est un espoir ou un mirage dans lequel la France s'enfonce et qui a empêché le développement des énergies renouvelables depuis des années. Ça a été démontré notamment par un certain nombre d'auditions dans le cadre de la commission d'enquête. La France n'a pas mis les mêmes efforts que d'autres pays dans la production des énergies renouvelables et dans les investissements. Et on est, il faut quand même le dire, et on le voit et on le mesure à travers les 2 lois qu'on a examinées, dites lois techniques sur l'accélération des renouvelables et du nucléaire, dans un climat très hostile aux énergies renouvelables. Et donc, cette culture énergétique qui mise à dire on n'a rien à changer, ni en termes de sobriété, M. Schellenberger vient de le dire, on va pouvoir garder notre niveau de vie. On va pouvoir faire comme avant, notre véhicule fossile va devenir un véhicule électrique, on n'a pas assez de lithium pour produire les batteries. Donc on est dans cette illusion, de dire le nucléaire ne changeait rien, le nucléaire va produire, on n'a rien à changer. Et on est du coup dans un climat très hostile aux énergies renouvelables. Quand on voit les chiffres qu'il faut mettre sur l'éolien terrestre, par exemple, c'est plus qu'inquiétant. Et donc oui, il y a besoin que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et mette les moyens là, il faut les mettre. Parce qu'on le sait toutes et tous, le seul moyen d'atteindre nos objectifs dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la diminution de la consommation et la production massive d'énergie renouvelable. Et je suis d'accord, il faut décentrer le débat uniquement de l'électricité. Et c'est pour ça aussi que la question de la chaleur renouvelable est notamment fondamentale. Je donne un exemple. J'ai été, avant d'être députée, élue locale en charge de l'énergie. Quand je suis allée voir les acteurs de mon territoire sur, par exemple, le développement d'un réseau de chaleur, on chauffe la moitié de nos logements sociaux aujourd'hui grâce à de la chaleur renouvelable. La présidente de l'université m'a dit, grâce au réseau de chaleur et au raccordement, on ne subit pas la hausse que d'autres établissements universitaires ont. J'ai présidé aussi le Mine de Nantes, qui est le 2e marché de gros après Rungis.
J'avais mené en tant que vice-présidente à la transition énergétique un projet pour installer, on avait un nouvel équipement, une centrale photovoltaïque qui est une des plus grandes centrales photovoltaïques en toiture du Grand Ouest, avec une partie en autoconsommation, puisque un mine ça a besoin de froid en permanence. Au début, les opérateurs économiques me regardaient un peu avec des yeux ronds et trouvaient qu'on en faisait beaucoup sur cette centrale photovoltaïque. Après, avec la hausse du tarif de l'électricité exponentielle, ils m'ont remercié pour avoir justement planifié. C'est ça de la planification écologique, c'est faire en sorte que celles et ceux qui ne peuvent pas subir la hausse de l'électricité, structurellement, ne soient plus obligés de faire leur plein d'essence qui va inexorablement augmenter, qu'ils aient plus besoin de prendre leur voiture. Et ça veut dire de la planification sur du long terme. Et c'est ça qui manque, c'est comment on concrétise et on passe aux actes aujourd'hui. Merci Stéphane Delautrette, député de la Haute-Vienne. Même question, voilà, au regard de ce qui s'est dit, des prochains échanges, comment vous vous situez? Pour vous, il est où l'enjeu du débat des prochaines semaines, d'ici à décembre? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Alors, l'état d'esprit peut-être dans lequel je me trouve et compte tenu des échanges que nous avons eus aujourd'hui, moi je reste un petit peu circonspect. Pourquoi? Parce que j'ai bien entendu qu'il y aurait un débat parlementaire qui allait arriver à l'Assemblée en fin d'année. Sauf que ce n'est pas le débat parlementaire que nous espérons et que nous attendons. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients. Moi, je voudrais d'abord saluer la méthode qui a été utilisée de la concertation et des réunions des différents groupes de travail qui se sont penchés sur ces questions. Je dis sur la méthode du fait d'avoir rassemblé l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus institutionnels, représentants des professionnels, etc., qui ont produit de la matière et qui maintenant doivent conduire à une vraie proposition de loi, mais une loi de programmation énergie-climat en bonne et due forme. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que ce débat ait lieu à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, chacun l'abordera avec sa sensibilité. On sait que c'est un débat qui sera pas forcément facile parce que nous n'avons pas tous les mêmes positions sur le sujet. Pour autant, si nous ne tranchons pas une bonne fois pour toutes la trajectoire, la manière d'y arriver, le mix énergétique de demain, si nous ne le tranchons pas chaque année lorsqu'il s'agira de débattre sur les moyens à affecter pour accompagner la mise en œuvre de ce plan, eh bien écoutez, soit ça finira par du 49.3, alors on commence à s'y habituer, mais ce n'est pas forcément ce que nous recherchons. Mais il nous faut, en amont de tout ça, avoir acté d'une trajectoire au travers d'une proposition de loi ambitieuse. Alors pour ma part, ce projet de loi, il doit donner une place majoritaire aux énergies renouvelables. Là, ce ne sera une surprise pour personne que j'aborde cela. Se pose inexorablement la question de la sobriété. Il faut cesser d'opposer production d'énergie et consommation d'énergie, et derrière la question de la sobriété, alors certes, des choses ont été faites, mais à un moment se posera la question de la performance aussi des moyens alloués à la question de la sobriété. Je vais prendre l'exemple de la rénovation énergétique des logements. Je fais partie de ceux qui prônent plus de moyens et plus de mesures d'accompagnement et d'un plan de rénovation massif sur notre territoire, mais pas n'importe quel type de rénovation. La rénovation énergétique, pour moi, elle passe par de la rénovation énergétique globale. Or, aujourd'hui, quand on voit les sommes allouées et ce à quoi elles sont consacrées, quand on a 80% des opérations qui consiste à changer de type de chaudière, je veux dire, c'est pas ça la rénovation énergétique d'un logement et c'est pas ça la performance énergétique. Et même, je dirais même qu'à l'arrivée, on va faire des choses qui vont à l'encontre même de la performance. Je vais prendre un exemple. Mettre une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière sur un logement mal isolé. Demain, quand on isolera le logement, c'est un équipement qui sera surdimensionné, qui probablement fonctionnera. Alors, s'il fonctionne dans de mauvaises conditions, donc on n'aura pas les rendements énergétiques attendus, donc ça, c'est pas de la performance, c'est de la surconsommation, et dans certains cas même, ne fonctionnera pas.
Donc, et peut-être conduira ce même ménage qui a installé cette pompe à chaleur par le remplacement à nouveau, une fois les travaux réalisés, de cet équipement. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport à cela. Et derrière la massification des énergies renouvelables, on parle beaucoup de la production électrique qui va devoir augmenter eu égard à l'augmentation des besoins de consommation et des usages. Ne pas oublier, ça a été dit par un certain nombre d'entre nous et d'entre vous, la production de chaleur, mais je pense aussi à la production de froid, hein, conséquence directe aussi du dérèglement climatique. Donc la géothermie est une énergie renouvelable à développer, somme toute me semble-t-il. Les biocarburants, les CSR, toutes ces choses-là ne doivent pas être laissées de côté, mais là aussi nécessitera que l'on mette les moyens, véritablement les moyens pour accompagner tout cela. Merci. Laurence Maillard-Meillery, pareil, votre sentiment, votre état d'esprit? Comme souvent, mon état d'esprit est positif, hein, parce qu'il faut l'être de toute façon. Et puis, dans les échanges et les débats qui ont eu lieu ces derniers mois, notamment au sein de la commission d'enquête que j'ai beaucoup suivie à distance, on voit qu'on revient de très très loin et que ça date pas d'hier. Donc, on a enfin un agenda clair, une planification, des budgets, une intention et une volonté politique clairement affirmée. Moi, je pense qu'on a un alignement des étoiles. Et si avec tout ça, on n'arrive pas à faire quelque chose de formidable, c'est vraiment à n'y rien comprendre. Mais quand je vous dis ça, c'est que rien n'est acquis. Quand il y a encore même pas un an, on a eu les débats sur la loi d'accélération, sur les énergies renouvelables, et qu'on avait des débats lunaires à l'Assemblée nationale, y compris, pardon, mais dans votre camp, des gens qui s'opposaient aux énergies, aux éoliennes terrestres, on sait que politiquement, on n'est quand même pas tout à fait alignés. Donc il y a du chemin, il y a encore des postures, il y a encore du travail et du travail à faire pour qu'on crée un pacte majoritaire. Si on a une loi de programmation énergie-climat, ce que je souhaite, il va falloir qu'on soit un petit peu raisonnable. Parce que si on a une loi et qu'on est incapable de s'entendre sur une trajectoire à la fois pour du nucléaire, qui est une énergie décarbonée, et du renouvelable dont on a nécessairement besoin pour électrifier et sortir des fossiles et décarboner nos usages, eh bien, je ne sais pas quelle image on donnera la représentation nationale. Donc il faut, si on ne sort pas des postures, si chaque groupe politique n'est pas capable d'en sortir, il ne faut pas de loi énergie-climat, parce qu'on va se mettre les pieds dans le tapis et on va freiner toute l'accélération, l'élan des filières qui sont en ordre de marche pour répondre aux objectifs, en tout cas d'une PPE que je souhaite voir mettre à jour très rapidement. C'est d'autant plus nécessaire que je rappelle le chiffre que la ministre avait donné plusieurs fois pendant les débats. Aujourd'hui, notre production finale d'énergie repose à 66% sur les énergies fossiles. Donc le défi, il est total, il est immense. Sortir du fossile, Antoine Peillon l'a bien expliqué, les enjeux de souveraineté, la dépendance à des pays qui ne sont pas des amis, tout ça doit être clarifié dans le temps. On a une trajectoire de sortie des fossiles. Il faut qu'on s'y tienne et il faut qu'on réponde aux objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés, monter en puissance sur les énergies renouvelables. Et je finis par un exemple de ma chère région Bretagne. 10 ans pour mettre en place le premier parc éolien baie de Saint-Brieuc, avec les premiers électrons 10 ans après dans les tuyaux, si je puis dire, c'est quand même beaucoup trop long. Voilà, beaucoup trop long. Et nous, on est tous alignés en Bretagne pour mettre en place et installer des parcs éoliens en mer où il y a du potentiel très important. Et ce faisant, on travaille pour la loi de finances sur les enjeux de partage de la valeur avec la fiscalité qui est très, très importante d'équilibrer, voilà, à tous les égards, pour financer des contributions sur les territoires, pour financer le recul du trait de côte, pour financer les sauveteurs en mer, pour financer la filière pêche. On a des beaux sujets, mais si savoir une énergie-climat et se crêper le chignon pour savoir si les éoliennes terrestres portent atteinte à la biodiversité ou pas, moi je dis qu'on n'y arrivera pas. Donc je souhaite une concorde nationale sur ces sujets, enfin, pour qu'on avance. Merci.
Merci. David Riemann, même question, comment vous abordez le débat. Puis peut-être vous demander aussi, est-ce que vous pensez que l'objectif d'une autonomie à 2030 en Outre-mer est possible et envisageable? Merci à toutes et tous. En tout cas, merci Président pour l'invitation. Lorsqu'on regarde l'approche qui est faite, c'est sûr qu'au travers des Outre-mer, quand on prend le prisme ultramarin, pour certains territoires, ça va être possible. Pour d'autres, ça va être un peu plus compliqué, dans la mesure que les réalités des territoires sont vraiment différentes d'un hémisphère à l'autre, voire même d'un territoire à côté de l'autre. Ce qui est valable en Martinique ne l'est pas en Guyane, et ce qui est valable peut-être à La Réunion ne l'est pas à Mayotte non plus. Pourtant, ils sont dans le même hémisphère. Donc c'est ça la singularité des territoires dits d'outre-mer. Ensuite, moi, ce qui me dérange déjà, c'est dans la sémantique qui est appliquée. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, l'énergie en elle-même n'est pas renouvelable. Toute énergie produite est produite, elle ne renouvelle pas. C'est ce qui vous permet de fabriquer l'énergie, qui vous dit si vous êtes en maîtrise de la renouveler ou pas, vous-même à votre niveau. Quand vous allumez votre feu est l'émanation de l'énergie à partir du gaz. Le feu ne se renouvelle pas. C'est le gaz qui permet d'alimenter votre feu. Et c'est pour ça que dans la sémantique appliquée, on est un petit peu dans l'erreur. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, les choix qui vont être faits vont être déterminants. Je prends un exemple. À partir de 2035, je crois, l'Europe a décidé plus de fabrication de véhicules thermiques. Mais est-ce qu'on a mesuré l'impact que ça peut avoir sur tous les territoires dits français? La réponse est non. Parce que lorsqu'on parle de ce principe-là, ça veut dire qu'automatiquement, on passe aux véhicules électriques à tous les niveaux. Mais une batterie, je rappelle, c'est quelque chose de chimique, c'est pas naturel. Derrière, il y a des conséquences aussi en matière de gestion et de fabrication. Donc, c'est avoir les choix les plus intelligents. Nous, c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, vraiment un mix, parce que la nature nous montre au quotidien, lorsque les choses sont équilibrées, ça se passe bien. À partir du moment où on va déséquilibrer la chose, là, on aura des problèmes. Lorsqu'on nous dit qu'on va passer à tout l'électrique ou on va utiliser de plus en plus de minerais, sauf contraire, je ne pense pas qu'on sache fabriquer des minerais à foison. Donc ça aussi, c'est de la matière qui n'est pas renouvelable en matière primaire. Donc derrière, c'est quel choix est-ce que l'être humain fait pour avoir le minimum d'impact sur ce qui lui permet de vivre et de se construire. Tout ce que nous possédons, que ça soit solide, tout ce que là, les tables, les chaises, les chaussures, tout nous vient du sol. Tout nous vient du sol. Donc pareil, lorsqu'on nous dit oui, il faut sortir de l'énergie fossile. Ok, donc on sort de l'énergie fossile, mais on va vers une énergie qui va consommer encore plus de minerais qu'on en a consommé hier. Donc pour moi, il y a une cohérence à avoir dans les choix qu'on fait en matière de transition énergétique et écologique. Encore une fois, je peux comprendre qu'on souhaite avoir moins de dépendance à des pays qui ne sont pas forcément amis par rapport à la source d'énergie. Mais je rappelle que la France, qui a basé sa structuration énergétique en matière d'électricité sur la production nucléaire, la France n'est pas un pays producteur d'uranium pour autant. L'uranium, elle le promet quelque part. Donc ça veut dire que la France, dans son choix stratégique, c'est qu'elle va dépendre d'un pays autre pour avoir sa matière première pour fabriquer l'électricité à partir du nucléaire. Vous voyez? Donc ce sont ces questionnements-là que nous avons, nous, en tout cas, du prisme ultramarin. On se dit, on prend des décisions, on impose des choses, mais malheureusement, dans les choix qui sont faits à 90%, on oublie qu'il y a un peu plus de 2 millions d'âmes qui ne vivent pas dans l'Hexagone, mais vivent sur des territoires en dehors de la zone Schengen, qui ont une toute autre réalité, et que les choix qui sont faits au niveau du territoire hexagonal ont des répercussions démultipliées sur ces petits territoires-là. Donc voilà pour l'instant ce que j'avais à dire. Et juste pour rebondir sur les territoires d'outre-mer, sur les zones interconnectées, pourquoi est-ce que ça avance pas suffisamment vite sur ces questions d'autonomie? On rappelle, il y a le cap 2030. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous voyez, on allait élaborer une PPE, pardon, je pensais de la Guyane, c'est ce que je connais le mieux, il a été validé qu'il fallait à peu près 1,3 milliard dans la transition pour être au niveau escompté par la loi. Parce que c'est la loi qui définit le cadre. Et dans ces 1,3 milliard qui étaient plus ou moins établis, il est identifié que l'État, avec la collectivité locale, à eux deux, ces entités-là apportaient 77 millions d'euros. Donc, il manque au moins 1,2 milliard. Ça veut dire qu'on est en train de dire à un territoire que le milliard de manquant pour être en rendez-vous de la transition énergétique doit être apporté par la sphère, on va dire, des financements privés. Ça ne marche pas comme ça. Le monde privé, le monde économique dit privé, vient pour exploiter une situation. Parce que lui aussi, ils ne sont pas des philanthropes. S'ils investissent de l'argent, derrière, il faut qu'il y ait un retour. Ça se saurait.
Derrière, on dit à notre territoire, écoutez, ben, ça va être eux qui vont pouvoir structurer votre territoire en matière de transition, de structuration, de distribution, de production d'électricité et d'énergie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous, dès le départ, on a dit à l'État, attention, pas sachant que nos territoires sont en retard structurel en matière d'aménagement du territoire, il y a des investissements publics à faire afin de permettre justement que ces entités, en arrivant, elles puissent exploiter la situation. Ce qui est là le cas. Donc, nous partons de bien plus loin en matière d'aménagement, de structuration par rapport à ce que connaît l'Hexagone, en matière de ramification, en matière de mutualisation, en matière de maillage du territoire, ce qui n'est pas le cas, d'où l'appellation de zones non interconnectées. Donc, nos réalités en matière d'électrification et en matière d'énergie sont totalement différentes de celles de l'Hexagone. C'est bien pour ça que le chantier, comme je l'ai expliqué, puisqu'on vient de finir une mission d'information, je prends que le cas de la Guyane, qui aujourd'hui est à un peu plus près de 70% de production d'électricité décarbonée. Aujourd'hui, on dit décarbonée, donc le mix aujourd'hui permet d'avoir ça. Donc, arriver au 100%, on y est presque, il ne reste pas grand-chose. Par contre, pour la partie mobilité, c'est une autre question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, que les transporteurs sont d'accord pour faire arriver des véhicules électriques neufs sur nos territoires, mais dès que les véhicules ont déjà roulé, ils refusent de les transporter. Donc vous voyez, il y a plein de situations qui vont poser problème, et en plus qui posent déjà problème au moment où on parle. Merci David Riemann. Alma Dufour, on arrive à vous. On finit notre tour de table donc, pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, quelle est votre position au regard des débats qui vont arriver d'ici à décembre. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à toutes et tous. Pour rebondir, il y a pas mal de choses que je partage qui ont été dites, notamment par Julia Laernos et par toi aussi, mon cher collègue. C'est-à-dire que si le débat arrive au Parlement, ça reste à confirmer, bon, voilà, il sera incomplet. Et c'est pas possible. Moi, honnêtement, quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas de loi climat-énergie déposée au Parlement, ça m'a un peu choquée. Parce que, effectivement, tu l'as dit, la première des batailles est aussi celle de la réduction des consommations d'énergie. Et donc, elle ne va pas être traitée. Et pourquoi je dis ça? Évidemment, pour le climat, pour qu'on puisse tenir nos objectifs, parce que je rappelle quand même que donc maintenant, le chemin est tracé, les ordres de grandeur sont donnés, mais il n'empêche que le Haut Conseil pour le climat a considéré jusqu'à présent qu'il était assez improbable que la France respecte ses objectifs de réduction des émissions de moins 55% en 2030, donc dans 7 ans, et que les annonces aujourd'hui sur la table, y compris notamment le budget de cette année, ne nous éclairent pas trop sur notre capacité à arriver à ça. Enfin, on va être clair. C'est-à-dire qu'on a des annonces, mais on a montré qu'on avait du mal à respecter nos objectifs en termes de climat et en termes de développement d'énergie renouvelable, puisque vous vous rappelez que la France était le seul pays de l'Union européenne qui n'avait pas atteint ses objectifs il y a 3 ans de développement des énergies renouvelables. Donc moi, j'ai une grosse inquiétude, je vais être très très claire, entre les annonces et la réalité. Donc les annonces faites sur le doublement du rythme éolien solaire vont dans le bon sens, hein, clairement, et on soutient. Néanmoins, on est passé à côté dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. Ça a échappé à personne que la France Insoumise a voté contre ce texte, j'imagine. Mais peut-être pour revenir sur les raisons de ce vote, c'est que, et on est, entre guillemets, pas soutenu ça sur la position, mais en tout cas sur les arguments qu'on partage avec les ONG et la société civile environnementale, on est passé à côté justement de se doter d'outils permettant d'accélérer, de planifier et d'imposer, et que l'État impose lorsque le local ne veut pas jouer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu une usine à gaz renouvelable, si vous voulez, ce qui a été construit dans la loi, mais c'est-à-dire que la capacité pour l'État de reprendre la main si les schémas régionaux ne définissent pas suffisamment de zones d'accélération par rapport aux objectifs, elle est hautement improbable. Et nous, c'était ça tout le cœur de ce qu'on demandait, c'est-à-dire qu'on voulait faire attention, oui, à la biodiversité, à beaucoup d'autres enjeux, pour essayer de rendre le développement, notamment de l'éolien, acceptable, mais en même temps, on était pour que quand il y a des zones d'accélération, ce soit des vraies zones d'accélération. Et ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après le vote de la loi, j'ai eu un rendez-vous avec la préfecture de Normandie et la DREAL, où ils nous ont
présenté la cartographie de l'éolien en Normandie. Alors c'est sans doute une des régions les moins gâtées parce qu'on a beaucoup de bocages et d'abbayes et plein de choses très jolies d'ailleurs qui font que c'est une très belle région. Mais résultat des courses, mis bout à bout toutes les contraintes réglementaires, et pas que sur la biodiversité qui étaient les seules dont on parlait dans la loi, mais paysagères, évidemment des habitations, évidemment plein de choses, on se retrouve quand même avec 1% du territoire normand qui est apte au développement de l'éolien. Et vous rajoutez à ça la couche du veto des maires, dont on ne voulait pas dans la loi énergie renouvelable, pour être clair. Bon, ça suffit à peine à tenir les objectifs actuels du SRADET. Moi, je ne vois pas comment on tient les objectifs. Ou alors, on admet que la Normandie ne fera pas sa part et qu'il y aura des régions qui feront plus que d'autres, la Normandie ayant plusieurs centrales nucléaires étant excédentaires en énergie. Enfin, on peut réfléchir à plein de choses comme ça. Mais moi, je serais pour que la Normandie fasse sa part, évidemment, sinon on ne s'en sort pas. Enfin, sinon, chacun a des considérations. Donc, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose. Et moi, j'ai très, très peur, je vais vous le dire honnêtement, qu'on n'atteigne pas les objectifs. Je ne veux pas être... l'oiseau de mauvais augure, mais enfin bon, quand même, vu comment ça se passe, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais alerter, c'est qu'il est impératif pourtant de tenir ces objectifs d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue de la sécurité du réseau électrique et la sécurité d'approvisionnement. C'est un des enjeux dont on parle moins, qu'on présente moins, comme un enjeu qui est en train de monter, c'est-à-dire qu'il va falloir produire plus d'énergie qu'on en consomme, plus d'électricité qu'on en consomme aujourd'hui. Et en fait, moi, je suis rapporteur spécial sur la mission écologie du budget, notamment sur la sûreté nucléaire. Et on a pu échanger avec l'autorité de sûreté nucléaire sur ce sujet-là. Et pour être tout à fait honnête, ils n'étaient pas super rassurés. Ils disaient en fait qu'on soit pour ou contre le nucléaire, les nouveaux EPR en prévision, ils vont mettre leur temps à arriver, quoi. On va dire 2037 si on est très très gentil, 2040, voilà. Ce qui s'est passé à l'automne 2022, à la découverte de la corrosion sous contrainte, s'est passé sur des réacteurs d'une relativement récente génération. Ces réacteurs-là sont construits en série. Donc, résultat des courses, ils n'ont pas dit que ça arriverait de nouveau. Ils ont dit il n'est pas impossible que des situations comme ça se reproduisent à l'avenir. Or, si nous allons, et nous devons le faire, si nous avançons vers la transition écologique et nous décarbonons, etc., nous allons avoir une tension de plus en plus forte entre la production et la consommation d'électricité. Et qu'ils craignaient que si on n'accélérait pas rapidement sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie, ils ont aussi cité les économies d'énergie qui restent un des piliers fondamentaux, et ben qu'ils se retrouvent à avoir des tensions de plus en plus fortes entre, pour le dire très clairement, sûreté nucléaire et sécurité électrique du réseau. Voilà. Donc c'est vraiment pour rappeler qu'il y a un enjeu climatique, mais il y a aussi un enjeu stratégique et de sécurité, et que moi ça m'inquiète qu'il n'y ait pas de loi climat et résilience, mais qu'il y ait production d'électricité et qu'on oublie le volet économie d'énergie. Et j'ai envie de dire, si je peux vous rejoindre, Laurence, ou te rejoindre sur une partie du constat qu'il y a des postures politiques dans tous les camps sur les sujets énergétiques, moi je suis d'accord. J'ai l'impression que effectivement le débat parlementaire n'a pas toujours été au niveau... Mais par contre, moi, je demande au gouvernement de mettre la transition écologique vraiment au cœur de ses priorités. Et je me dis, pourquoi ce serait le seul texte sur lequel on dit « Ah, il ne peut pas passer au Parlement parce que vous n'êtes pas assez mature pour vous mettre d'accord ». Mais je veux dire, il y a des textes qui sont passés à coup de 49.3 et on était assez mature pour dire qu'on n'en voulait pas. Et vous savez duquel je parle. Parce qu'il n'y a qu'un 49.3 par an si ce n'est pas sur les textes budgétaires. Donc moi, je demande aussi au gouvernement de dire quelle est la priorité du gouvernement. Et est-ce que la loi climat-résilience ne doit pas être la priorité absolue du gouvernement? Voilà. Merci. Alors, si vous souhaitez interpeller nos députés, mesdames et messieurs nos députés, n'hésitez pas donc à poser vos questions via l'appli Imagina ou via le numéro de téléphone portable et puis vous précisez à qui vous voulez adresser la question. On va aborder dans quelques instants la question de la lettre qui a été envoyée aux parlementaires par le syndicat pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Mais au préalable, puisqu'on est dans un débat et même si c'est compliqué de débattre à 7, si vous voulez interagir entre vous, rebondir sur certains propos, on n'y voit absolument aucun inconvénient, ça permettra d'alimenter au contraire le débat, et d'autant plus que c'est vrai qu'on se pose la question, si un projet de loi arrive, on ne connaît pas encore le texte, mais évidemment il va falloir trouver une majorité, évidemment il y a une majorité toute relative, donc comment on va faire, quels peuvent être les points de vigilance de chacun des groupes, sur quoi certains groupes veulent pousser plus que d'autres, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de vous entendre si vous souhaitez rebondir sur tous ces sujets. Puis Jules Nyssen, si vous souhaitez réagir, bien évidemment, vous prenez le micro. Antoine Armand. Oui, non mais
on est tellement d'accord, c'est quand même étonnant qu'on soit tellement d'accord et que ce ne soit pas reflété dans les votes cette année. Enfin, je veux dire, moi je partage le souci de ma collègue de la sécurité d'approvisionnement, mais il se trouve que votre groupe s'est opposé à la réouverture des centrales combinées, du central charbon, qui nous ont permis de passer l'hiver dernier. Moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut accélérer les énergies renouvelables. D'ailleurs, on a porté un projet de loi, et vous vous êtes opposé à cette loi au motif qu'elle n'en faisait pas assez. On peut avoir le débat, si on faisait assez ou pas, mais s'y opposer parce qu'elle n'en faisait pas assez, c'est quand même, passez-moi l'expression, un poil curieux. Ensuite, vous dites qu'on ne va pas assez vite et que les EPR, ça risque de prendre trop de temps. Il se trouve que vous vous êtes opposé à la loi qui permet d'accélérer les procédures administratives pour le faire. Bon. Et enfin, et vous l'avez mentionné, il y a un enjeu crucial qui est celui de la rénovation énergétique, parce que c'est une transition écologique et c'est une transition sociale. On a augmenté l'année dernière le budget de MaPrimeRénov', on l'a étendu à d'autres spectres, on a augmenté l'accompagnement individualisé parce que chacun sait dans cette salle que le problème numéro 1, c'est que les ménages les plus précaires qui ont des passoires thermiques ont des difficultés ou à avoir accès aux services publics de la rénovation ou à faire les gestes les plus performants. On augmente cette année de nouveau, d'une manière inédite, à 4 milliards le budget de la rénovation énergétique. Et de mémoire, votre groupe et le groupe écologiste s'y opposent. Donc, je comprends je comprends, mais vous allez me dire, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Mais j'entends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord et que vous trouviez qu'on n'en fait pas assez. Mais enfin, venir s'opposer à des progrès concrets sous prétexte qu'ils ne sont pas assez ambitieux, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle, il nous manque un groupe d'ailleurs ici, c'est le groupe GDR. Et je vais le citer, pardon, excusez-moi, chers collègues. Et d'ailleurs, pardon, je rebondirai aussi sur les ZNI, c'est très important. Mais donc je cite Fabien Roussel du groupe GDR, il faut obtenir un arc républicain pour la souveraineté énergétique. Alors, c'est sûr que si on entre dans cette loi, alors, pardon, je coupe aussi les fake news, loi de production d'énergie, loi de programmation énergie-climat, on discutera de tous les objectifs, de la baisse de consommation et de l'augmentation de la production. Je pense qu'on peut tous et toutes s'en porter garant. Et si on ne le fait pas, je ne doute pas que vous l'intégrerez dans la discussion. Donc ça, il n'y a aucune forme de difficulté. Mais si effectivement on arrive tous en disant, alors moi, s'il y a le mot nucléaire dans la loi, comptez pas sur moi, je m'y opposerai de toutes mes forces. S'il y a le mot éolienne terrestre, je sors tout de suite, je reviendrai juste pour voter contre. Ça n'a aucune chance d'aboutir. On pourra nous reprocher d'avoir essayé de mettre en face des ordres de grandeur des solutions adéquates. Mais ça n'a au fond aucune chance d'aboutir. Donc moi, la question, puisqu'on est dans un débat, la question que j'ai envie de poser, c'est quels sont les types de compromis auxquels nous sommes toutes et tous prêt à aboutir. Est-ce que le groupe écologiste est prêt à considérer que jusqu'en 2035, on a le parc nucléaire tel qu'il est et que donc si on augmente sa performance industrielle, même si le groupe n'est pas pour, eh bien oui, on sera prêt à travailler sur le texte. Est-ce que si les progrès ne sont pas suffisants pour vous, vous vous y opposerez au risque qu'on n'ait pas d'objectif à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans et qu'on recommencera l'année prochaine? Je pense que ça, c'est des questions intéressantes. Et si vous me permettez une mini parenthèse sur les ZNI, je pense que les ZNI, c'est absolument crucial. On s'est rendu compte de tout ce que vous avez décrit, chers collègues, de notre inefficacité à planifier globalement. Et le groupe de travail numéro 6, qui a été mené par Catherine Conconne et par Maurice Gironcel, va devenir un groupe permanent pour qu'il puisse y avoir une task force qui réfléchisse sans cesse sur comment on s'améliore d'année en année sur les sujets que vous avez mentionnés d'interconnexion, d'insularité. Pardon, j'ai été long. Non, mais très bien. En plus, vous posez des questions, ça m'évite de le faire. Et je voulais poser ces questions à Julie Lernos, donc je vais vous proposer de répondre. Et puis ensuite, Raphaël Schellenberger, si vous voulez réagir. Je vous en prie, madame. Je pense que l'exposé qui vient d'être fait est exactement l'illustration des postures dans lesquelles les uns et les autres sont enfermés. Les écologistes, en fait, se ne sont pas abstenus de gaieté de cœur sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, puisque nous sommes favorables aux énergies, au développement des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, c'est ce que nous mettons en pratique depuis des années quand nous sommes dans des exécutifs locaux. Je vous en ai donné 2 exemples. La problématique, c'est quand je suis retournée voir mon collègue, c'est ce qu'on a vu dans la loi, c'est qu'on a tellement complexifié, tellement donné de droits, pratiquement le droit de veto aux collectivités territoriales, qu'on n'est pas sûr qu'elle va réellement accélérer. C'est là-dessus qu'on a basé notre choix. Quand je suis retournée voir mon collègue qui a repris mes fonctions en tant que vice-président à la transition énergétique à Nantes Métropole, territoire volontariste sur ces questions-là, il dit « je ne sais pas comment on va s'en sortir pour définir les zones d'accélération dans les temps ». Pourtant, on a un schéma directeur de l'énergie, c'est-à-dire l'équivalent de la planification écologique, mais au niveau territorial, qu'on a réalisé il y a 2 ans. Et donc, ce qui nous inquiète,
C'est pas une question de posture ou pas de posture, d'avoir le mot nucléaire ou pas avoir le mot nucléaire. C'est qu'en fait, les faits ne sont pas là. Quand on parle de rénovation énergétique, je suis en train de boucler un rapport conjoint entre la Commission des affaires économiques et la Commission des développements durables et l'aménagement du territoire avec la co-rapporteure Renaissance, Marjolaine Meunier-Millefert. Le constat est qu'on a tout misé sur le changement et la décarbonation des modèles de chauffage, sans toucher aux enveloppes, c'est-à-dire les chiffres qu'on a et qui sont réitérés dans la planification écologique. Il faut aller sur 370 000 logements par an de rénover au niveau BBC. On est à 60 000. Ce n'est pas une question d'augmenter l'enveloppe de la prime rénov'. Bien sûr qu'on est pour, mais on n'est pas à l'échelle. On n'est pas à l'échelle. Je vous donne un autre exemple. La ministre a été très fière d'annoncer le plan de formation national sur l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire dont on sait qu'elle ne va pas nous servir avant 2035 pour passer aujourd'hui le cap. On ne va pas avoir de nouveau nucléaire d'ici 2035. Il y a un consensus quand même là-dessus. Vous pouvez peut-être tergiverser, il n'y aura pas de nouveaux réacteurs en France avant 2035. Et donc, on a besoin d'avoir un réel plan de formation parce qu'on manque de main-d'œuvre dans le bâtiment. Et donc, pourquoi on n'a pas ce chiffrage sur un objectif sur lequel on peut être tous d'accord, c'est la massification et la création de réelles filières de massification, de rénovation BBC des bâtiments et des logements. Il n'y en a pas. Le gouvernement a déjà débloqué des crédits, notamment avec la région de Normandie, pour des filières dans le nucléaire. Pourquoi pas dans les énergies renouvelables? Pourquoi pas dans la flexibilité des réseaux? Il y a plein de métiers, et vous l'avez dit en préambule, c'est 100 000 emplois dans les ENR, c'est 15 000 dans le nucléaire. Et donc on a un besoin qui est beaucoup plus fort pour démarrer, et dans les 7 ans, on a besoin de ces formations maintenant. Et donc ce qui est compliqué dans le débat, c'est dans la sincérité des débats, c'est dans les moyens où on va y arriver, c'est-à-dire que les deux priorités sur lesquelles tous les consensus, les planifications, les chiffres de M. Pietchazik, etc. sont d'accord, c'est il faut amplifier, accélérer de manière absolument phénoménale le déploiement des énergies renouvelables dans tous les territoires et la rénovation et la sobriété et l'efficacité énergétique dans nos bâtiments et dans les transports. Et donc c'est là-dessus qu'il faut miser, il faut que le gouvernement montre qu'il est volontariste là-dessus. Pour l'instant, quand le président de la République dit « j'aime ma bagnole » et qu'il promeut les pompes à chaleur sans parler de l'enveloppe du bâtiment, ce qui est une hérésie aussi, eh ben, excusez-nous, mais ça ne nous donne pas confiance dans les actes directement qui doivent être posés par derrière. Merci. On va écouter Raphaël Schellenberger, puis ensuite Madame Maillard-Meinery, et puis Monsieur David Riemann, et puis ensuite on parlera peut-être de la lettre du syndicat des énergies renouvelables et l'objectif 45% pour savoir ce que vous en pensez, quel levier activer. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci. Je vais vous faire une confidence. J'aime beaucoup Antoine Armand. Parce qu'on a dû se supporter pendant 1 an, parce qu'il n'hésite pas... oui, Madame Lernos, on vous a aussi supporté. Parce qu'il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, y compris quand ça permet de secouer un petit peu son propre camp. Parce qu'il est très sincère et que ça fait du bien en politique. Puis il a un avantage pour ça, c'est qu'il est là depuis qu'1 an. C'est qu'il n'est pas comptable de ce qui s'est passé les 5 ans avant qu'il soit élu député. Effectivement, on peut se dire il y a plein de choses qui se mettent en place, mais enfin, qu'est-ce qui a bougé sur ces sujets-là depuis 5 ans, depuis 10 ans? Ça fait 10 ans qu'on vote des textes qui empêchent de produire. Je suis d'accord avec vous, Madame Lernos. Je suis d'accord. On n'a pas arrêté de mettre des verrous à la construction de moyens de production, y compris sur le nucléaire. Parce que bon courage aujourd'hui pour déverrouiller des capacités de production. Alors c'est bien. L'an dernier, tout le monde a vu le mur s'approcher. Tout le monde a senti bien avant le mois de décembre, tous ceux qui étaient un peu avertis, qu'on allait se taper un hiver insupportable. Tout le monde. L'opposition, les Républicains. Du coup, on a demandé une commission d'enquête. Voilà, sur un tempo qui était pas inintéressant politiquement. Mais le gouvernement aussi. Du coup, il a pondu un texte d'accélération des ENR. Puis, sentant que la pression venait, un texte sur l'accélération du nucléaire. Pour regarder un peu ce qu'il y a dedans, bon, c'est des règles d'urbanisme qui changent ça et là.
Globalement, les deux textes se ressemblent beaucoup, c'est presque un copier-coller. On a changé ENR par nucléaire dans les grandes masses. Et puis comme on a trouvé l'idée tellement bonne, il y en a un petit rigolo à Bercy qui s'est dit tiens, je vais faire la même chose pour l'industrie. Et on a eu troisième fois le même texte avec une loi d'accélération de la construction de l'industrie. Globalement, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. On a amusé la galerie, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose. C'est bien... Là, on a un texte global qui vient. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple de se mettre d'accord. Mais si on n'essaye pas, on est assuré de ne pas y arriver. Permettez-moi juste une réflexion. Parce que la situation dans laquelle on est, elle n'est que le reflet de l'évolution du débat politique ces dernières années. Et il y a une drogue dure en politique dont il est très difficile de se sevrer, c'est la peur comme argument électoral. Parce que ce qu'on est en train de payer là, c'est la mobilisation de la peur que certains ont agitée pour se faire élire. Résultat, aujourd'hui, on a eu peur du nucléaire, ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, on a peur que nos paysages soient déformés. On a peur de la géothermie. Allez voir à Strasbourg. Ça ne va pas être simple à Strasbourg de développer de la géothermie. Mais l'incapacité à discuter avec les habitants de la réalité du risque, de la différence entre le risque et le danger, elle a été complètement foutue en l'air par tous ceux qui ont voulu s'opposer à une technologie et qui ont généralisé des méthodes de pensée et qui se sont profondément instaurées dans notre société. Donc aujourd'hui, c'est cette exigence du débat public qu'il va falloir qu'on remette en place. Malheureusement, permettez-moi d'avoir un regard un tout petit peu plus critique sur notre société, mais quand l'information circule aussi vite qu'elle circule aujourd'hui, quand tout le monde se croit expert de tout, quand la compréhension des phénomènes et la capacité à faire la différence entre le risque et le danger se sont complètement effacées de notre société, ça devient impossible. Impossible de défendre le nucléaire. C'est vrai que j'appartiens à une famille politique qui l'a toujours défendu et qui continuera à le défendre, mais tout aussi impossible de défendre un forage géothermique qui parce qu'il a été mal géré, le précédent a transformé un risque en réalité. Voilà. Impossible de développer des éoliennes qui interviennent sur le paysage. On est à l'UNESCO. On est dans les locaux de l'UNESCO. S'il y a une institution conservatrice, c'est bien l'UNESCO. Mais tout ça, on l'a construit progressivement. Tout ça, on l'a construit, il ne faut pas toucher. À toucher à rien, on a peur de tout ce qu'on pourrait faire. Et finalement, c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut qu'on change en profondeur si on veut réussir cette transition de la décarbonation. Laurence Maher-Mennery. Oui, merci de me donner un petit mot pour vous dire que dans les débats, quels qu'ils soient, une loi efficace ou moins efficace, elle a toujours la vertu de mettre les sujets au cœur des débats publics. Et c'est ça l'intérêt. Alors après, la loi, elle peut être très importante, comme la loi climat-résilience, avec 150 dispositions différentes, impactantes, ou beaucoup moins. Mais au moins, on a le débat public, on a le débat politique. Donc, il n'y a pas de lois qui n'ont pas d'intérêt. Toutes les lois ont un intérêt. Et beaucoup de ces débats dépendent de notre capacité à élever le débat. Bon, ce n'est pas toujours le cas à l'Assemblée nationale, il faut le dire. Majorité relative ou pas, hein, c'était pas tout à fait, c'était un peu différent dans le mandat précédent. Moi, je voudrais dire que cette loi d'accélération des énergies renouvelables, elle a eu le mérite de poser les sujets alors qu'on connaissait une crise sur l'énergie très importante liée à la guerre en Ukraine. Il faut quand même rappeler l'origine. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant tiens, si on accélérait tout pour décarboner et une prise de conscience générale. C'était panique à bord, il y a une crise, l'inflation sur le prix de l'énergie, la nécessité a fait loi. C'est ça qui s'est passé. Et le plan de sobriété a bien fonctionné parce qu'on était face à un mur. Moi, je souhaiterais au final, que toutes les bonnes volontés qui veulent avancer sur ces sujets excessivement importants pour notre pays, pour sa souveraineté, qu'on soit constant sur notre volonté d'avoir une trajectoire de sobriété, parce qu'on aura forcément, nécessairement besoin de ça,
et en parallèle qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut globalement pour la nation en termes de mix, de capacité à produire et de consommation finale d'énergie. Voilà. À partir du moment où on sera à peu près mis d'accord avec une approche territoriale, sans laquelle on n'y arrivera pas, parce que tu parlais de la Normandie, mais la Bretagne, c'est la même chose. Le mitage empêche, on n'aura jamais les parcs éoliens comme les Hauts-de-France, qui a pris sa part importante sur le déploiement des énergies, des éoliennes en terre, et offshore aussi, c'est vrai. Donc, la Bretagne ayant fait un choix historique de pas nucléaire, eh bien, il faut qu'on déploie des parcs éoliens offshore, tout simplement. Et on assume politiquement de le faire. Il y a des oppositions, mais on se met d'accord sur ce sujet-là. Donc, ce qu'on avait fait dans la loi climat résilience, de dire il faut qu'une partie de la PPE soit régionalisée et puisse permettre un débat public aussi dans les régions pour que les élus locaux s'approprient ces sujets est indispensable. Moi, je suis d'accord. Je ne voulais pas du droit de veto ou en quelque sorte l'équivalent du droit de veto. Je pense qu'on y est arrivé parce qu'on n'a pas eu votre soutien. Je ne veux pas vous culpabiliser, mais on a dû aller chercher quelques voix à droite parce qu'on n'avait pas les vôtres. Franchement, ce serait bien passé du droit de veto parce que moi, je voulais des zones d'accélération où on puisse concerter et qu'au final, on puisse finaliser les projets d'énergie. Je vous dis tout, c'est transparent. On a fini le débat, peut-être qu'on y reviendra. Mais c'est un regret de ne pas avoir réussi à vous convaincre sur ces sujets et d'avoir dû céder un peu à des méthodes qui me plaisaient beaucoup moins dans cette loi. Donc, mettons-nous d'accord, on aura cette loi. C'est nous qui l'avons voulu dans la loi énergie-climat 2019, de mettre les députés au cœur du sujet. Donc, il faut aller et allons-y tous ensemble. Monsieur David Riemann, et puis ensuite on va vous poser la question sur l'objectif 45% de la lettre adressée par le syndicat aux parlementaires, savoir si vous voulez réagir. Dites-en un petit mot, hein, et puis sinon on continue le débat, il est passionnant. Je vous en prie, David Riemann. Oui, merci. Juste pour rebondir sur certaines expressions. Par exemple, lorsqu'on dans l'Hexagone on parle de passoires thermiques qu'il faut rénover, nous aujourd'hui on vous parle des dizaines de milliers de logements à construire parce que nous avons des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas de logement, qui vivent dans des bidonvilles. Lorsqu'on nous parle de sobriété énergétique, moi je vous réponds, j'ai des milliers d'habitants, des dizaines de milliers d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc on parle d'une France qui a des réalités diverses et variées, pourtant on est au sein de la même République. Les traitements sont différents selon les endroits où est-ce que nous résidons, où est-ce que nous habitons, où est-ce que nous évoluons, où est-ce que nous travaillons. Donc vous voyez bien que la chose n'est pas simple et c'est pour ça que l'approche sur un tel sujet qui est faite de manière, j'ai envie de dire entre guillemets, parisienne, pose un problème à beaucoup d'égards. Il y a encore, je répète, des millions de Français et de Françaises qui ne résident pas dans l'Hexagone, mais qui sont sur d'autres territoires, où est-ce que leur réalité est tout autre. Lorsqu'on nous parle d'interconnexion, de l'appellation de ZNI, zone non interconnectée, les réalités et les faits, quand on parle de transport, de distribution de l'électricité, les phénomènes qui existent sur nos territoires ne sont pas les mêmes phénomènes qu'il y a dans l'Hexagone, parce qu'il y a ces lignes de transport qui sont interconnectées d'une région à l'autre. Nous, nous sommes seuls. Donc, à partir du moment où est-ce que on parle d'énergie, énergie renouvelable, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on transporte, on distribue l'électricité par rapport à la production au départ. Je donne un exemple concret. Pour produire 1 MW de solaire, d'accord, 1 million de watts, 1 MW, il faut 1 hectare de foncier au sol pour pouvoir poser les panneaux solaires. 1 hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est énorme. Là, aujourd'hui, vous avez un sujet qui est en train de se faire en Guyane. Il y a un projet de mettre en place une centrale de production d'hydrogène au départ avec les panneaux solaires pour transformer en hydrogène. Ils doivent déboiser plus de 70 hectares. Plus de 70 hectares. Vous avez 70 hectares d'arbres qui sont en train d'être abattus pour poser des panneaux solaires. Parce qu'on en dit, il faut aller dans le renouvelable, qui a un impact terrible sur l'environnement. Lorsqu'ils ont mis en place le barrage de Petit Saut, qui aujourd'hui est une réussite en matière de renouvelable, mais lorsque Petit Saut, donc ce fameux barrage qui est, je rappelle, la plus grande réserve d'eau de France, donc plus de 300 km² de réserve d'eau, de retenue d'eau artificielle, à sa création, on a dû noyer plus de 300 km de forêt
pendant plus de 20 ans, petit soit dégagé du méthane. Donc je rappelle que le méthane est un gaz qui contribue à l'effet de serre et bien plus fortement que le CO2 en lui-même. Et donc pendant un moment, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, on dit que c'est une réussite écologique. Bon, vous voyez, selon les moments, selon les lieux, selon la temporalité, ça n'a pas le même effet. C'est pour ça que dans la réflexion qui est portée dans cette loi de programmation climat-énergie, on doit prendre en compte la réalité de la République française, mais de tous ces territoires, au même niveau. Et pas dire, in fine, comme on a l'habitude de le faire au travers des différentes lois qui sont portées par le gouvernement, concernant les territoires outre-mer, nous légiférons par ordonnance ou bien par décret. Ça, c'est plus entendable, ça, c'est plus possible. Dès l'élaboration de la loi, on doit prendre en compte les réalités et mettre les efforts, là, il faut les faire pour être au rendez-vous escompté. C'est bien pour ça, lorsqu'on fait des lois et qu'on impose des choses comme ça, je prendrai la loi littorale, la loi climat-résilience qui impose un certain nombre de choses, nous mettent en difficulté par rapport à nos réalités. Merci. Stéphane de Lautrette, est-ce que vous voulez réagir donc sur la question des leviers? Quels leviers actionner pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de renouvelables? Moi, je veux bien réagir comme mes collègues l'ont fait sur la partie précédente, si vous me le permettez, mais très rapidement. Si on veut réussir, la première des choses, c'est qu'il va falloir déjà établir un climat de confiance. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on en est à se questionner sur quelle va être la nature des débats que l'on va avoir à l'Assemblée. Non, nous, ce que l'on dit, c'est, et c'est là où je dis il faut rétablir la confiance, il faut être clair, c'est est-ce que nous allons avoir à l'Assemblée un débat sur la loi de programmation énergie-climat, puisqu'on est bien sur ce sujet-là. Et les propos de M. Peillon tout à l'heure, avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour lui tout à l'heure, ne sont pas suffisamment clairs pour moi pour que cette confiance aujourd'hui soit établie, que l'on aborde véritablement sereinement ce débat-là, parce que je ne suis toujours pas certain que nous allons l'avoir. Si je dis ça, c'est que nous, groupe socialiste, nous avons voté la loi accélération ENR. Pourquoi nous l'avons votée? Parce que, nous avons, au travers des échanges que nous avons eus avec le ministère et aussi avec M. Peillon, fait progresser ce texte avec l'adoption d'une soixantaine d'amendements. Ce n'est pas forcément le texte que nous aurions produit si c'est nous qui l'avions écrit, mais nous avons jugé que les avancées avaient été suffisantes et c'est surtout que il nous avait été clairement dit à ce moment-là, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons voté, que dans ce texte ne figurait aucun élément programmatique, parce que les éléments programmatiques viendraient au moment de la loi programmation énergie-climat. Pour ce qui est du texte sur l'accélération sur le nucléaire, nous nous sommes abstenus pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait un sujet chez nous qui faisait débat et sur lequel nous avions fait reculer le gouvernement, c'était la fusion ASN-IRSN sur le sujet de la sûreté nucléaire. Ça a été abandonné dans le texte. Nous avions eu l'engagement de la ministre qu'au travers de la navette parlementaire, il n'y aurait pas de tentation à revenir sur cet abandon-là. Et on sait maintenant que prochainement, nous allons avoir un texte qui va arriver à l'Assemblée et qui va finalement revenir sur cette question-là. Donc quand je parle de confiance, c'est qu'à un moment, ben voilà, la confiance, ça se mérite et il faut la justifier. Si on veut aborder sereinement le débat, il faut véritablement qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions de discussion. Et pour finir, parce que je sais qu'il y a d'autres sujets à venir, mais là, après, mes chers collègues de la majorité présidentielle, sur la méthode, lorsqu'on veut arriver à un compromis politique, ben, tout est question de méthode, et j'allais dire, tout cela est entre vos mains. Vous avez su le faire sur le texte des ENR, vous avez su le faire sur le texte des EPR du nucléaire, alors avec des majorités qui ont été différentes, mais pour autant, pour en arriver à un vote majoritaire, il y a une méthode qui a été utilisée de discussion, d'avancée conjointe avec un certain nombre de groupes politiques. Ben, il vous appartient de reproduire la méthode. Alma Dufour, sur la question des leviers activés pour atteindre des objectifs ambitieux sur le NR. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais bon, quand même, bah si, parce que je suis désolée, je suis obligée quand même de répondre, parce que pour le coup, je pense que mon groupe était particulièrement identifié dans les débats.
Eh ben, sans doute qu'on ne s'est pas compris, parce qu'effectivement, nous, on a compris aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait tracé des priorités sur le texte et des lignes rouges, notamment sur la planification, et que ces lignes rouges n'ont pas été entendues, et que du coup, bah, voilà. Mais sans doute la vérité est quelque part entre les deux. Mais en tout cas, nous, on a vécu ça justement comme une volonté... finalement, un choix plutôt tourné vers la droite de l'hémicycle, et parce qu'il y avait le Sénat aussi qui est à majorité à droite, que vers nous aussi, pour des considérations de calendrier, tout simplement, pour accélérer, pour qu'une CMP soit possible. Oui, mais dans ce cas-là, pardon, mais la France Insoumise porte toujours le très mauvais chapeau de tout, mais en réalité, nous, on a vraiment vu ça comme une volonté de faire passer le texte. Et en ce sens-là, je rejoindrais peut-être M. Schellenberger, de textes à moitié faits et d'aller trop vite sur des textes à moitié réussis et bâclés. Du coup, sur les leviers, ça me permet de reboucler. Moi, je pose la question. Les leviers, c'est déjà effectivement qu'on accélère sur les cartographies à l'échelle donc des préfectures et des régions. Qu'on sache vite, en fait, si oui ou non les objectifs sont tenables en l'état de ce qui est mis sur la table, qu'on mette les élus locaux autour de la table et qu'on arrive à savoir dans les prochains mois, mais vraiment rapidement, s'il y a un problème ou pas, ou si on est dans les clous finalement. Si on l'est, peut-être que l'appel à bonne volonté va réveiller tout le monde, peut-être que d'expliquer effectivement qu'on n'a plus le temps d'attendre va réveiller tout le monde, et peut-être qu'on n'aura pas besoin de revenir par la loi vers la reprise en main par l'État si jamais c'est pas le cas, mais peut-être que ça va être nécessaire dans quelques mois, enfin, pour qu'on se le dise. Et puis sur la question du rapport de confiance, oui, c'est aussi un message que je te passe, et c'est vrai que là aussi, M. Schellenberger a raison, tu es quand même un des députés les plus sincères du camp majoritaire. Mais c'est vrai, mais du coup, je te le dis, c'était très, très, très difficile quand le gouvernement a demandé de la co-construction depuis le début de l'élection législative. Il s'est passé un truc dans le budget de l'année dernière, c'est que la NUPES et la droite, et alors Dieu sait qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose la plupart du temps, on a voté des crédits à la fois sur le ferroviaire et sur la rénovation thermique des bâtiments, 12 milliards. Certes, on a eu la main un peu lourde, mais à ce moment-là, il y a eu un 49-3, mais la co-construction et le climat de confiance, c'est Elisabeth Borne qui dit je vous propose une solution alternative. On n'a pas eu de nouvelles pendant des mois. Il n'y a pas eu d'augmentation dans le budget. Et c'est là où on s'est dit, ouais, ok, le gouvernement, il n'est toujours pas habitué aujourd'hui à ce que les oppositions aient un vrai poids dans l'hémicycle. Et c'est vrai que ça crée des tensions, parce que nous aussi, on essaye d'avancer. La question, c'est que vous ne nous écoutez pas, en fait. Vraiment, la plupart du temps, le gouvernement avance seul. Et quand tu disais sur la question de qu'est-ce qu'il y aura dans la loi climat et résilience, si par malheur, il venait à manquer des bouts, on ne peut pas amender. Ça aussi, il faut que vous le sachiez. En fait, les parlementaires n'ont pas le pouvoir de rajouter des sujets qui sont dans le thème et qui sont évidemment importants et connexes avec le débat, si ce n'est pas l'angle qu'a choisi le gouvernement. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas rajouter un chapitre entier sur la réduction de la consommation d'énergie si le texte n'a que des articles sur la production. Voilà. Enfin, donc ça dépend, encore une fois, de la bonne volonté du gouvernement. D'où le fait qu'effectivement... c'est quand même la balle est davantage dans votre camp que dans le nôtre quand même. Merci. Il nous reste 3 minutes 30. Alors, un mot, alors maintenant très, très court, hein, excusez-moi, hein, Raphaël Schellenberger, puis Antoine Armand, et puis après, peut-être, Jules Nyssen, vous allez conclure. Je vous en prie. C'était pour répondre à la question que vous posez à tout le monde depuis avant. Merci. Tout le monde refuse de répondre sur les moyens. Bon, moi, élu de droite, d'un vieux département de droite, le Haut-Rhin, j'ai accompagné une bataille que le département a menée depuis des années. Département qui a développé sa propre régie de petites hydroélectriques depuis des décennies. Département qui a accompagné le développement de la méthanisation dans un environnement agricole qui n'est pas simple, etc., etc. À l'occasion de la fermeture de Fessenheim, il y a une chose qu'on a réussi. Je l'ai dit à M. Piechazzik tout à l'heure. Une chose qu'on a réussi à obtenir, qu'on demandait depuis 10 ans, c'est obtenir un appel d'offres territorialisé pour du photovoltaïque. Parce que le Haut-Rhin avait beau répondre à tous les appels d'offres, il n'était jamais suffisamment compétitif par rapport au sud de la France. Voilà un moyen qui est intéressant. Ce que cet appel d'offres territorialisé a révélé, c'est qu'on arrivait, avec moins de soleil dans le Haut-Rhin, à produire du photovoltaïque moins cher que tout ce qui sortait dans le sud. On a amené notre forme de compétitivité,
grâce, n'en déplaise à certains, à un peu de concurrence et à la nécessité de mieux se positionner. Voilà un exemple. Pousser tous les territoires à aller vers. Et puis un deuxième exemple des moyens à mobiliser, et c'est vraiment un appel, je pense, auquel il faudra qu'on soit vigilant, c'est ne pas hésiter à sortir des sentiers battus et à innover un peu. On se focalise dans le débat sur les ENR, on se focalise, merci pour votre vidéo, mais dans le débat politique, on se focalise sur la question du PV et sur la question de l'éolien. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres, et il y en a tellement d'autres qui créent moins de crispation avec les territoires. Il y en a tellement d'autres qui sont plus acceptables et qui permettent d'accélérer la mise en place de tout ça dans les territoires. Et je crois que c'est hyper important. Il y a des voies qui s'ouvrent. Voilà, on a débloqué, grâce à cet appel d'offres autour de Fessenheim, du photovoltaïque flottant sur d'anciennes gravières chez nous. C'est des espaces improductifs aujourd'hui. On pourra demain peut-être les mobiliser pour, je sais pas moi, de la production d'algues à destination de SAF ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Plein. Dernière chose, on peut se comparer avec nos voisins européens, mais faut pas oublier qu'on a aussi nos spécificités. Et oui, nos voisins allemands font plus de photovoltaïque que nous. Mais le rapport de nos voisins allemands à la terre n'est pas tout à fait le même que le nôtre non plus. Enfin, à part le Wiener Schnitzel, bon courage pour trouver une spécialité en Allemagne qui vous donne envie de prendre du temps à table. Bon, c'est un Alsacien qui vous le dit. Mais c'est aussi une réalité du rapport à l'agriculture, du rapport à la terre, du rapport au rendement de la terre. Et oui, nous, la terre, elle sert à autre chose que du côté allemand. Ça se respecte aussi. Notre agriculture, elle va contribuer à la transition énergétique. Elle a aussi besoin de surface foncière. Merci. Antoine Amand, brièvement, il nous reste 6 secondes. Non, mais très vite. 3 choses très vite. La première chose, je pense que nous devons, nous, majorité, faire davantage de compromis et de co-construction des lois en amont, et pas seulement au moment où le projet de loi arrive. Je le dis, je pense que l'énergie est un des sujets sur lesquels ça doit être le cas. Il y a d'autres sujets sur lesquels ça doit être le cas, parce que c'est extrêmement rentable politiquement de travailler en amont pour arriver à des résultats. Et je pense qu'on est nombreux, je vois aussi ma collègue Laurence opiner, je pense qu'on est nombreux dans le groupe et dans la majorité à penser ça. La deuxième chose qui est un autre point d'accord, me semble-t-il, c'est que, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu des difficultés sur la loi ENR. Bien sûr qu'il faut accélérer, il faut absolument accélérer, il faut doubler le rythme de PV, il faut maintenir le rythme d'éolien terrestre, il faut installer de l'éolien offshore, et je passe sur les ENR thermiques. Mais nous ne ferons pas sans les acteurs locaux, nous ne ferons pas sans les maires, nous ne ferons pas contre l'avis des départements et des maires. Et donc, si nous imposons à des collectivités locales, vous avez toutes des expériences locales, vous connaissez très bien les territoires, on ne fait pas quelque chose contre l'avis d'un maire, contre l'avis d'un conseil municipal. On ne le fait pas sur le long terme, on ne le fait pas avec un temps industriel, on ne le fait pas en pensant qu'on va recruter des gens qui vont travailler sur le territoire contre un pays. Donc ça doit passer par les territoires. Vous avez mentionné, cher collègue David Riemann, aussi la question des objectifs, et ça c'est l'intérêt de la nouvelle PPE, c'est d'avoir des objectifs régionaux de l'énergie. Il faut qu'on ait ce débat désagréable tous ensemble, de comparer les objectifs nationaux et ce que chaque région, chaque territoire énergétique est en mesure de proposer. Ça va pas être rigolo parce qu'il va y avoir un écart. Mais c'est le début de la crédibilité énergétique. Et puis la troisième chose, c'est vraiment pour essayer de terminer sur une note optimiste, c'est que quand même la qualité des débats qu'on a eus font qu'on ne peut pas se résoudre à ne pas essayer de la répercuter à l'Assemblée nationale. Donc merci. Très bien, mais Jules Nyssen, voilà une transition toute trouvée. En effet, là, on sent que les débats sont bien engagés. Oui, mais Antoine Armand a volé ce que je voulais dire en conclusion, parce que merci à vous toutes et tous d'avoir accepté de venir débattre ici. Merci de la qualité des échanges. Et puis moi, je ne vois pas de raison que tout ça ne débouche pas sur quelque chose de concret. Je retiendrai ce qu'a dit Raphaël Schellenberger, notamment sur les peurs. C'est vrai que quand on a l'impression qu'il n'y a pas de risque, ça ne coûte pas cher de se faire peur. Et puis là, tout d'un coup, on est face à un changement majeur qui inquiète tout le monde. Il y a un dérèglement climatique. Il y a beaucoup d'inquiétudes chez nos concitoyens, c'est complètement normal. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que ce qu'on a agité pour faire peur, ça fait mal aussi. Et revenir à plus de rationalité et d'analyse, ça me paraît extrêmement important. Alors, par chance, RTE, le SGPE, je voudrais aussi qu'on cite les travaux de l'ADEME et même ce qu'a fait Negawatt. En tout cas, RTE et le SGPE offrent tous les deux, chacun dans leur partie,
un cadre qui est, je crois, exceptionnel et que peu de pays ont. C'est un état des lieux aujourd'hui qui fait un bout de consensus. Après, on peut diverger sur les solutions. Mais aujourd'hui, on a des éléments concrets pour débattre et je voulais les remercier de ce travail. C'est extrêmement précieux et important. Et j'ai entendu des chefs de partis politiques, après la présentation par la Première ministre, dire du travail du SGPE que c'était un très bon travail. Après, effectivement, on peut diverger sur la suite qui peut en être donnée. Donc, on a la matière pour faire face aux peurs. Après, il y a quelque chose de très important, c'est la diversité. Je l'ai dit ce matin, il n'y a pas une solution magique. Il y a une multiplicité de solutions. Dans la production d'énergie, dans la consommation, dans la sobriété, il faut trouver un petit peu de tout. Et rien ne s'oppose à rien. C'est que tout est complémentaire et ce n'est pas une facilité de langage de le dire, c'est une conviction. Je ne sais pas parce qu'on voudra renforcer l'ambition nucléaire que ça empêchera de développer beaucoup des énergies renouvelables, pour ne prendre que cet exemple. Donc comme c'est divers, qu'il y a beaucoup de solutions, qu'il ne faut pas oublier l'imagination, moi j'ai l'impression que, évidemment, on trouvera un compromis, tout le monde ne s'y retrouvera pas à 100%, mais peut-être que tout le monde pourrait y trouver plus que 50% des points qui lui paraissent importants. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura gagné quelque chose d'important parce que là, c'est plus l'exécutif qui est en responsabilité, c'est les parlementaires. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, les générations à venir regarderont quelque part ce qui est tombé un peu par hasard, mais sur votre génération, à vous aujourd'hui au Parlement. Dernier point, David Riemann a parlé tout à l'heure, beaucoup de choses que je pourrais reprendre, mais notamment du fait que les énergies n'étaient pas renouvelables. C'est vrai, enfin, d'une certaine façon, elles utilisent une force, elles, qui vient de la nature. On a essayé de l'expliquer ce matin aussi dans un petit teasing de la campagne de publicité qu'on va faire à partir de lundi. Alors moi, je voulais vous dire, la terre, le feu, l'air, le vent, tout ça, c'est l'eau, pardon, c'est les forces de la nature, c'est avec ça qu'on va travailler. Et pour vous rendre tous ces éléments très sympathiques, pour essayer de vous faciliter la tâche, à partir de lundi prochain, et je conclurai là-dessus, on lance cette campagne de communication qui vise à rendre les énergies renouvelables désirables, sympathiques aux yeux des Français. Et au moins sur cette partie-là, j'espère qu'on aura un peu aidé au débat. En tout cas, mesdames, messieurs, merci infiniment pour le débat très constructif que vous nous avez permis d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Laurence Maillard-Mennery, Julie Lernos, Alma Dufour, Stéphane Delotrette, Antoine Armand, David Riemann, Raphaël Schellenberger. Merci beaucoup à toutes et à tous.